Bienvenue sur Mise au point. Actualité, géopolitique, société, analysée sans détour. Abonnez-vous pour ne rien manquer et donnez-nous votre avis. La base de Bahreïn détruite. Les ports hors service. Diego Garcia a une semaine de route. Les intercepteurs américains vident en 12 heures. Idriss Aberkane pose la question que personne n'ose poser. Si Trump n'a plus de logistique, qu'est-ce qu'il lui reste ? C'est avec la logistique qu'on gagne une guerre. Or, qu'est-ce qui vient de se passer là tout de suite ? La logistique américaine est détruite. Le meilleur exemple, c'est la base de Bahreïn, parce que vraiment, les missiles américains, pour les intercepteurs, le système Aegis, etc., mais plein d'autres, le ravitaillement en mer n'est pas au point. Donc, on ne peut pas ravitailler en mer. Il faut ravitailler dans un port, il faut ravitailler dans une chaîne logistique. Le seul port dans lequel les Américains peuvent ravitailler aujourd'hui, c'est Diego Garcia du côté des Maldives. Ça veut dire que vous avez besoin d'une semaine pour ravitailler une frégate dont les missiles sont déplétés en un jour. Un jour. Les intercepteurs sont, et c'est même pas un jour, c'est même 12 heures techniquement. Donc les intercepteurs des frégates américaines sont déplétés en une demi-journée, 12 heures, et il leur faut une semaine pour les ravitailler. Vous voyez le problème. Et c'est pas le seul. Parce qu'en réalité, c'est un problème qui est systémique. Toutes les bases américaines dans la région ont été shootées. Aucune des bases américaines permettant un ravitaillement rapide vers l'Iran n'est opérationnelle à 100%. Aucune. Et le pire dans tout ça, c'est que les Iraniens ont déglingué ces bases avec la partie la moins brillante de leur inventaire. Parce que leur approche façon jeu d'échecs a été d'avancer des pions. D'abord les pions sur l'échiquier, et ensuite seulement de sortir les fous, les cavaliers et la dame. Et ça fait mal parce que... Alors oui, merci à Hubert Bonisseur de la Batte. Dans Fury 3, les Sherman détruisent un tigre. Ils s'en font shooter 2 déjà, in the first place. Et puis c'est des Sherman avec un frein de bouche. Donc c'est du Sherman américain avec un canon haute vélocité de 76 mm. Mais en effet, bien noté. Donc, en fait... Aucune base américaine ne peut tourner aujourd'hui pour ravitailler efficacement les Américains en Iran. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Quand même, ils ont shooté Khamenei. Oui, c'est exact, ils ont shooté Khamenei. Et aujourd'hui, de ce qui sort, alors c'est une victoire tactique essentielle. Avoir shooté Khamenei, c'est quand même pas n'importe quoi. Le problème, c'est que d'après plusieurs médias des BRICS, dont des sources indiennes, parce qu'évidemment, vous allez me dire, si vous prenez une source chinoise ou russe, évidemment iranienne, ça sera sujet à caution. Mais là, vous avez de la source indienne qui vous dit, en fait, il avait un cancer de la prostate en phase terminale et il avait quelques mois à vivre et il aurait décidé de se faire tuer pour devenir un martyr. Alors, la notion de martyr, là aussi, vous allez me dire, mais non, mais on est dans la France de Voltaire et de Descartes et du matérialisme forcené. Alors bon... C'est quoi ces conneries ? Mais le problème, c'est que le point de vue de Voltaire et de Descartes et du matérialisme forcené de la Révolution française, il ne prévaut pas dans le monde. C'est pas le point de vue dominant, en particulier dans les BRICS, qui sont majoritairement religieux. Tous les BRICS aujourd'hui sont majoritairement religieux, croient majoritairement en Dieu, sauf la Chine, bien sûr. Et encore, pour la Chine, on peut se demander si le taoïsme, qui revient très fort aujourd'hui, n'est pas une forme de croyance en Dieu. Bon. Et en tout cas, être martyr pour les Iraniens, c'est du sérieux. Pour la religion chiite en particulier, dont la totalité de l'identité repose sur des martyrs, tout simplement. Et alors, pour le leader suprême de la religion chiite, c'est quelque chose de très très important. Oui, d'ailleurs, vous faites bien de le rappeler, oui, Descartes avait une foi totale en Dieu, absolument. C'est pas qu'on dit la France cartésienne, mais pas du tout, c'est une trahison de Descartes. Descartes était extrêmement croyant, il venait de la tradition de Pascal, qui était extrêmement croyant et même mystique. Il pensait qu'activer sa glande pinéale était un des sommets de la spiritualité, ce qui se trouve exactement être un des buts du yoga, activer la glande pinéale. Donc oui, en effet, Descartes n'était pas du tout un matérialiste forcené. C'est son interprétation par les Lumières, en particulier Voltaire, et par la Révolution française qui nous a donné aujourd'hui le terme cartésien. Mais Descartes n'était pas du tout ce que la République française a essayé de caricaturer de lui, et vous faites bien de le rappeler. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est donc que cette victoire tactique, en fait, est un cauchemar. Parce que, d'abord, l'ayatollah Khamenei était totalement opposé au programme nucléaire iranien. Totalement.
Il considérait que c'était haram parce que les armes de destruction massive tuent aussi bien les innocents que les coupables. Donc, il était complètement opposé aux armes de destruction massive. Qui n'était pas du tout opposé aux armes de destruction massive en Iran? Eh bien, je vous le donne en mille, Mahmoud Ahmadinejad. Or, Mahmoud Ahmadinejad, il est en vie. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve de sa mort. Il avait été annoncé qu'il avait été tué. En fait, pour l'instant, on n'a aucune preuve de sa mort. Donc, là, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui verrouillait le programme nucléaire iranien et qui avait posé en effet une fatwa anti-nucléaire, pas qu'une d'ailleurs, plusieurs, pour l'Iran, est morte, qu'elle est morte en martyr, ce qui fait qu'elle a unifié la population derrière elle maintenant. Il n'y a pas de problème, on peut reprocher tout un tas de choses au régime d'ailleurs des ayatollahs, qui est le régime que les Américains ont contribué à mettre en place, parce que les Américains avaient le choix entre les marxistes et eux, et ils ont soutenu en sous-main le régime des ayatollahs pendant la révolution islamiste, et non, on dit islamique. Et malgré la prise d'otage des employés de l'ambassade, la prise d'otage de l'ambassade américaine, malgré cela, quand il a fallu choisir entre la peste et le choléra pour le département d'État américain, c'est-à-dire les marxistes d'un côté et les ayatollahs de l'autre, ils ont préféré les ayatollahs. Donc, bon, les Américains ont factuellement contribué ils ont contribué de plein d'autres façons, bien sûr, en faisant le coup d'État avec l'opération Ajax, qui est complètement déclassifiée et admise, on l'enseigne pas dans les livres d'histoire français, mais pourtant, quand on voit que les livres d'histoire anglais, en tout cas, étaient faits par Maxwell, on comprend mieux. Mais l'opération Ajax, donc, a été le coup d'État qui a mis le Shah au pouvoir. Au début, le Shah n'avait qu'un pouvoir représentatif. Il inaugurait les chrysanthèmes, comme disait Charles de Gaulle. Mais l'avoir mis au pouvoir absolu, avoir fait de lui un monarque absolu, eh bien, c'est quelque chose qu'on doit aux Américains. Or, le problème, c'est qu'il est tout à fait possible d'abord que l'Iran détienne déjà la bombe. C'est quelque chose on en a parlé dans l'Octogone, on en a parlé dans d'autres vidéos. Il est possible que l'Iran ait déjà procédé soit à des essais nucléaires souterrains. D'ailleurs, c'est un sujet qui est revenu sur la table aujourd'hui puisqu'il y a eu une nouvelle anomalie sismique. C'était pas tout à fait une anomalie aujourd'hui, mais bon, il y a eu un tremblement de terre. Les géologues sont partagés. Est-ce que c'était une anomalie? Une anomalie sismique, c'est vraiment quand il n'y a pas vous n'avez pas d'écho, que vous n'avez pas, comment on appelle ça en géologie, pas un écho, mais vous allez me dire ça dans les commentaires. Le terme précis. Quand vous avez un tremblement de terre, vous avez, parce qu'en général, vous savez, un spaghetti, donc une plaque, c'est comme un spaghetti. Un spaghetti, quand vous le tenez, ça claque en deux endroits. Une réplique, voilà, merci, une réplique. Un spaghetti, ça claque en deux endroits. C'est une règle qui est connue en physique. Quand vous prenez un spaghetti, que vous le cassez, il a quasiment aucune chance de casser en un seul endroit, il va casser en deux endroits. Et c'est pareil pour une plaque. Donc vous avez un autre morceau de la plaque qui a pu casser aussi, et qui va produire une autre onde de choc qui va vous produire une réplique au séisme. C'est une des raisons pour les répliques. Mais quand vous avez une activité sismique qui est due à un essai nucléaire, il n'y a pas de plaque qui s'est cassée. Vous n'avez pas du tout assez d'énergie pour faire péter une plaque. Donc, du coup, vous avez... vous n'avez pas de réplique entre autres. Donc ça devient ce qu'on appelle une anomalie sismique. L'activité, le tremblement de terre qui a eu lieu aujourd'hui, les géologues sont encore partagés pour savoir si c'est une anomalie ou pas. Mais en tout cas, il est tout à fait possible que l'Iran ait déjà l'arme atomique. Évidemment, l'intérêt, la dissuasion, c'est de le faire savoir. Bon, comme l'Iran était en négociation, elle aurait, selon attention, c'est une théorie, c'est une hypothèse. En ce qui me concerne, je partage cette théorie, je partage cette hypothèse, mais je vous dis absolument pas que j'ai raison. Vous devez vous faire votre propre opinion, vous êtes souverain sur votre pensée, faites de votre pensée un empire. Mais si on part de l'hypothèse que, en effet, les Iraniens avaient l'arme atomique, avaient déjà procédé à des essais nucléaires, mais que son utilisation militaire était interdite par Khamenei, eh bien, on voit deux choses. D'abord, un frein à la déclaration de l'avoir, puisque dans les négociations, tout le sujet, c'était le programme nucléaire iranien. Alors, d'un côté, je vous rappelle que ça fait littéralement 31 ans que Benjamin Netanyahou nous dit qu'ils sont qu'à quelques semaines d'avoir l'arme atomique. Du plus loin dont je puisse me rappeler et dont il y ait des preuves publiques, eh bien, c'est 1995. Donc ça rajeunira personne. Il y avait encore le Club Dorothée. En 1995, Netanyahou, pendant qu'il y avait le Club Dorothée et l'arc bout de Dragon Ball Z, eh bien, vous aviez Netanyahou qui chômait pas, qui était en train de charbonner pour vous dire que l'Iran était à quelques semaines de l'arme atomique. Bon.
D'un point de vue purement technologique, ils ont les moyens, bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, bon, les États-Unis ont tué un des freins absolus à l'arme atomique iranienne et à son utilisation en contexte militaire. Cependant, si on part de l'hypothèse qu'ils l'avaient, eh ben, ils avaient un intérêt à ne pas le déclarer. Et maintenant, ils peuvent pas s'en servir parce que ça amènerait la Troisième Guerre mondiale. Donc maintenant, ça y est, il y a déjà une guerre. Alors, ils peuvent toujours utiliser des canaux indirects pour dire attention, on l'a. C'est ce qu'avait fait Israël pendant la guerre du Kippour, par exemple. Donc, pendant la guerre du Kippour, Israël avait fait savoir par des canaux officieux, ça n'avait pas été publié bien sûr dans la presse, qu'elle avait l'arme atomique, laquelle lui a été donnée notamment par la France. Hein. C'est Charles de Gaulle qui l'a empêché par la suite, mais c'est la France qui a contribué à munir Israël de l'arme atomique. Et ils l'ont fait savoir donc à l'Égypte. Golda Meir l'a fait savoir par des canaux officieux. Et c'est la raison pour laquelle les chars égyptiens se sont arrêtés dans le Sinaï. L'Iran pourrait faire ça. On pourrait dire attention, en fait, on a l'arme atomique, on a des vecteurs, on est capable de vous envoyer une bombe sur la tronche. Mais ça resterait extrêmement dangereux. Alors, il y en a certains ésotéristes veulent une troisième guerre mondiale. Parce qu'ils ont lu dans le Mar de Café ou dans d'autres choses pseudo-occultes. C'est toujours marrant, vous savez, c'est des gens avec une longue barbe blanche qui pensent être un docteur de la foi. Enfin, il faut se rappeler que, bon, personne s'en rappelle, vous me direz, hein, toutes les religions abrahamiques ont ce problème. Elles ont toutes des grands barbus avec une longue barbe blanche qui pensent être docteurs de la foi. Enfin, le problème, c'est que le bon Dieu, il est éternel, donc on est tous des enfants vis-à-vis d'eux. En fait, la meilleure chose qui peut arriver à un grand maître de la foi, c'est d'atteindre le statut d'enfant en maternelle face à Dieu. Et je vois aucun de ces gens-là avoir cette attitude, évidemment. Aucun. Bon. Ils sont tous là en mode « Ah oui, je sais exactement ce que Dieu veut, je l'ai rencontré avant-hier, et donc je sais exactement ce qu'il faut faire, et voilà comment on va accomplir telle ou telle prophétie, voilà comment on va faire plaisir au bon Dieu. » Bon. Ces gens-là, certains de ces gens-là en tout cas, veulent une troisième guerre mondiale. Ouais, une vraie troisième guerre mondiale, avec un effondrement de l'Empire américain, pas de problème, hein, c'est le but. Et de ce point de vue-là, ils sont en train de gagner. Parce que là, alors la meilleure chose que Trump pourrait faire, et c'est clairement dans son intérêt, c'est de trouver une raison de faire la paix et de déclarer la victoire. Le problème, c'est que autant pendant la guerre des 12 jours, l'Iran était amenable, était considéré comme acceptable de permettre aux Américains de déclarer la victoire. Voilà. Pendant la guerre des 12 jours, donc la guerre des 12 jours, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il y avait une vraie possibilité de guerre spectacle, de guerre performative. La guerre des 12 jours était une guerre performative. Elle n'a pas commencé de façon performative. Elle a commencé par les conneries de Netanyahou, mais elle a fini de façon performative. Et alors c'est magnifique parce que 12 jours, ça veut dire c'est la guerre des 6 jours 2.0, et la guerre des 6 jours n'était pas une guerre performative. La guerre des 6 jours était une vraie guerre qui a été une victoire totale pour l'État d'Israël. Donc, appeler la guerre de juin la guerre des 12 jours, ça permettait de dire, oui, voilà, c'est la guerre des 6 jours 2.0, c'est la guerre des 6 jours x2, donc c'est une victoire. Ça, les Iraniens étaient OK pour le faire. Mais ils ne le sont plus. Donc maintenant, si Trump voulait une porte de sortie, il faudrait qu'il ait des moyens de pression. C'est sa fameuse réplique à Zelensky, « You don't have the cards ». Trump n'a pas les cartes. C'est quoi ces cartes aujourd'hui quand la base de Bahreïn est détruite ? Quand les ports sont détruits, c'est quoi ces cartes ? Il n'a pas de cartes. Et le problème, c'est que l'Iran le sait parfaitement, et si elle avait le moindre doute, elle a la Chine pour le lui dire une deuxième fois, et elle a la Russie pour le lui dire une troisième fois. Les cartes de Trump, c'est qu'il n'a aucun contingent pour débarquer en Iran. Voilà, on va commencer par là. Et puis après, c'est le moment de rappeler la légendaire carte du relief iranien que tout le monde aurait dû réviser. Vous verrez pas Bernard-Henri Lévy vous en parler sur les chaînes de télévision. Mais le relief iranien, ça ressemble à ça. Et là, ça vous explique pourquoi les Romains, en fait, ils n'ont jamais occupé l'Iran. C'est tout con, hein. Le premier empire mondial avec la Chine à l'époque, qui a unifié la Méditerranée, qui a démonté absolument tout le monde. Ils ont été capables de mettre à sac la capitale des Parthes, Ctésiphon. Ils ont récupéré des aigles.
une partie par corruption, des aigles impériales. Aigle, ça se dit au féminin quand c'est une aigle, quand c'est une bannière. Ils ont récupéré des aigles qui avaient été pris par les Parthes, moitié par corruption, moitié par bottage de cul. Je crois que c'était Trajan, si je me gourre pas. Mettez-moi dans les commentaires si c'était Trajan. Mais ils n'ont jamais occupé ça. En fait, même les Mongols n'ont pas pu contrôler ça. C'est-à-dire, si, les Mongols, ils ont contrôlé cet espace géographique, oui, mais pas les montagnes. Alamut, la fameuse forteresse des assassins, les Mongols, ils la contrôlaient pas. Et là, aujourd'hui, c'est x10 par rapport aux assassins. C'est x10 par rapport aux vieux sous la montagne. C'est x10 par rapport à cette époque des croisades et des Mongols. Et les Mongols aussi, ils n'ont jamais tenu l'Afghanistan non plus. Or là, ce que vous voyez, c'est l'Afghanistan sous stéroïdes. C'est-à-dire l'Afghanistan, ils n'avaient pas d'infrastructure très, très élaborée, décentralisée. Là, les Iraniens ont mis en place leur système en mosaïque, avec des régions militaires indépendantes, autonomes, et ces régions militaires autonomes qui peuvent donc opérer indépendamment les unes des autres et qui ne peuvent pas être décapitées. Pour ne pas manquer nos prochaines analyses, abonnez-vous, c'est gratuit. Et laissez un commentaire, votre avis nous intéresse.